On a plus la moitié, donc on va commencer. Euh, Vu que j'ai pris un peu trop de temps sur la première partie, et je voudrais finir chapitre 2 et 3 aujourd'hui, on va voir où on arrive, mais probablement je vais prendre un peu du TP pour donner chapitre 3 comme explication, ça ne prendrait pas trop de temps. Mais d'abord le chapitre 2. Donc chapitre 2, collectionner ou collecter les données. J'ai déjà beaucoup qui va apparaître ici, j'ai déjà dit dans la première partie aussi. Donc j'ai mélangé un peu, mais bon. En gros, ce qui est important, c'est qu'il y a deux types d'études. Si on veut faire une étude, on peut faire la distinction entre deux types. Une étude par enquête, d'une manière, d'autre manière, une étude par expérience. Donc, la grande différence entre étude par enquête et étude par expérience, c'est ce que nous, comme chercheurs, faisons. Pendant une étude par enquête, on ne fait rien. Disons, on fait rien, on n'intervient pas. On va observer, on va mesurer, mais on ne va rien modifier. Donc là, on ne modifie pas le sujet, on va simplement voir ce qui est et on va prendre les mesures. Si nécessaire, on va demander les questions si nécessaire, mais on ne va rien changer. Une expérimentation, par contre, là, il y a une intervention du chercheur. Donc on va vraiment faire quelque chose avant de collecter les données. Donc, oui, je vais d'abord donner un autre exemple. Donc, expérimentation, l'exemple qui est souvent donné ou qui est facile à comprendre, c'est un exemple où on va étudier l'effet d'un médecin pour voir si c'est utile ou pas, si ça va guérir les gens ou pas. Donc, pour voir l'impact que le médecin le médicament pourrait avoir, on va donner le médicament au patient. Donc, on va activement dire, vous prenez le médicament, et donc il y aura un deuxième groupe de contrôle qu'on discutera dans quelques minutes. Mais on va dire, vous prenez le médicament, je vais vous donner le médicament, je interviens dans le traitement. Donc je vais faire quelque chose comme chercheur pour obtenir les observations. Dans une étude par enquête, je ne fais rien. Je regarde et pour les médicaments, c'est plus difficile car tu dois déjà trouver par hasard des personnes qui vont utiliser le médicament pour pouvoir les comparer aux autres. Donc, notre exemple, boire du soda light. Pour boire du soda light, on pourrait voir si ça a un impact sur le cholestérol ou pas. Donc, si boire du soda light augmente le taux de cholestérol, deux options, on prend une étude par enquête ou on prend une étude par expérimentation. Si je prends une étude par enquête, ce que je vais faire, je vais prendre un échantillon aléatoire de la population et je regarde sur cette population ou sur cet échantillon, est-ce qu'ils boivent du soda light, oui ou non, et quel est leur taux de cholestérol. Mais je ne vais rien modifier, je ne vais pas intervenir moi-même. Expérimentation, ça autrement. Là, je vais sélectionner des personnes qui boivent du soda light. Non, c'est même autrement. Je vais sélectionner un échantillon aléatoire et après, moi, je vais décider, la moitié de vous va maintenant boire du soda light et la moitié de vous ne va pas boire du soda light pour pouvoir comparer ce qui se passe avec le cholestérol. Donc là, c'est moi comme chercheur qui va décider. Je prends la moitié qui boit du soda, je prends la moitié qui ne boit pas du soda. Première option, je prends simplement un échantillon aléatoire et je regarde s'il y a des personnes qui boivent du soda light ou pas et quels sont les taux de cholestérol. Quelle option à choisir dans ce cas et pourquoi?
Donc là, effectivement, si je veux voir l'effet du bar soda light sur le taux de cholestérol, je vais faire une expérience, je vais faire une étude par expérimentation, pas de l'enquête. Donc là, si par exemple on est pris par le temps de faire par enquête, ça va prendre le temps pour observer, voir quel effet ça va produire. non, car ça ne va pas vous donner l'option de donner ou tirer la conclusion. Pas si c'est la question, est-ce qu'il y a un effet? Si tu veux savoir, bon, quel est le taux moyen, bah, tu pourrais faire par enquête, car tu vas voir ce qui se passe dans le groupe, mais tu ne peux pas prendre des décisions basées sur ça, car il n'y a pas de groupe de contrôle, ce qu'on va voir. Donc, à ce moment-là, bah, c'est mieux de prendre un peu plus de temps pour quand même faire une expérimentation. Donc, ce que je voudrais dire, la deuxième option, je contrôle les groupes, je peux contrôler l'effet et je peux vraiment vérifier l'effet. Bah, l'autre option, bah, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Et donc, je ne sais pas si les deux groupes, ceux qui boivent ou ceux qui ne boivent pas, sont comparables. Donc, c'est possible que les personnes dans l'échantillon qui boivent du soda light bah, sont des personnes qui sont plutôt obèses et leur médecin a dit de diminuer le sucre et donc ils ont changé de soda vers soda light. Et donc, l'autre qui ne boivent pas sont des personnes qui font beaucoup de sport, qui sont plus saines. Et donc, les deux groupes ne sont pas nécessairement comparables. Par contre, si je fais l'expérimentation, je prends un groupe aléatoire qui est normalement représentatif et après, je vais le diviser en deux parties qui sont aussi comparables. Et j'ai vraiment une groupe qui boit et une groupe qui ne boit pas qui est comparable l'un avec l'autre. Et avec une enquête, je ne sais pas garantir cette comparabilité. Bah, comme dit, le type d'étude va choisir de la question. Aussi déjà, la validité et la qualité des résultats vont dépendre des qualités des données. Si mes données ne sont pas utiles, bah, je ne sais rien faire. Si je veux savoir quelque chose sur un poids, bah, je veux voir l'effet sur le poids et l'effet sera quelques grammes qui pourrait être significatif. Il y a un effet de 500 à 1000 grammes. Et je vais mesurer le poids en kilos, bah, je ne vais pas avoir assez de détails pour trouver les effets que je veux trouver. Donc, tu dois vraiment voir que les données que tu collectes sont utiles pour la question qu'on veut répondre. Même chose, collectée de manière inappropriée, elle risque d'être inutilisable. C'est ce qu'on avait dit avec les groupes qui doivent être représentatifs. Si la population comprend toutes les classes d'âge, bah, l'échantillon doit aussi contenir tous les âges. Donc, je ne vais pas prendre un échantillon sur des adultes si dans la population, je veux inclure les enfants aussi. Donc, là, toujours, vous devez être sûr que l'échantillon, c'est vraiment une copie en mini de la population. Donc là, à ce moment-là, on parle d'un échantillon représentatif. Ça donne une bonne image de la composition de la population. Donc j'ai les mêmes tranches ou la même classe et la même proportion des classes dans l'échantillon et dans la population. Ce ne sera jamais exact, mais à peu près. Donc si la population, 50% d'hommes, 50% de femmes, bah, si je prends un échantillon, je vais garantir, le caractère aléatoire devrait garantir normalement que l'échantillon, là aussi, je trouve cette même répartition, à peu près 50% d'hommes, à peu près 50% de femmes. On ne sait jamais garantir que c'est exact, car si tu dis, bah, je veux un échantillon qui contient 50 hommes et 50 femmes, à ce moment-là, c'est plus complètement aléatoire. Tu vas d'abord imposer qu'il y a un groupe d'hommes et une groupe de femmes qui sont égales, et après tu vas remplir d'une manière aléatoire. Donc, ça viendrait après, mais c'est un échantillonnage en strata, donc ce n'est pas à 100% aléatoire, mais dans certains cas, c'est mieux d'utiliser comme ça.
Et donc, si ce n'est pas représentatif, c'est biaisé. Donc, à ce moment-là, il y a une erreur systématique dans l'échantillon. Donc, dans ce cas, on ne sait pas vraiment utiliser l'échantillon. Quelques exemples. Si je veux regarder la taille des Européens, je ne vais pas prendre que des Néerlandais. Je dois vraiment collecter des données sur toute l'Europe. Le taux d'obésité d'une population, se baser sur un échantillon de volontaires, c'est probablement pas le bon cas, car les volontaires sont souvent les personnes qui sont plus saines et moins obèses, car eux, ils ont souvent un peu d'honte par rapport à l'obésité, donc ils ne vont pas être des volontaires pour donner les infos. Donc là aussi, ce ne sera pas représentatif. Déterminer la qualité d'un produit, tu ne vas pas te baser sur ce que d'autres disent, tu vas faire une enquête ou un sondage toi-même, vérifier. Et ce qui est aussi très important, s'il y a des études de médicaments, le médecin il y a un échantillonnage, il y a un groupe de personnes qui vont recevoir le médicament, il y a un autre groupe qui va recevoir le placebo, pour voir si le médicament vraiment a un effet sur la maladie ou sur ce qu'on va vérifier. À ce moment-là, on ne va jamais donner ou dire aux patients qu'ils reçoivent le médicament ou le placebo, car ça va influencer les résultats, mais on ne va pas dire au médecin non plus. Car si le médecin sait que quelque chose est un placebo ou l'autre est le médicament, il va, et pas nécessairement pour saboter, mais il va être, il existe la chance qu'il va être biaisé et qu'il va donner le médicament aux gens qui sont plus malades. Donc, cette bonne volonté de sa part, mais il va influencer l'étude quand même. Donc, s'il sait que moi j'ai 10 ampoules, 5 des ampoules sont le placebo, 5 sont le médicament, et je sais lesquels sont les placebos, je sais lesquels sont les médicaments, je sais personne A est très malade, on sait que le médicament normal, régulier ne marche pas, je vais quand même peut-être donner le médicament pour pouvoir aider la personne. Et c'est toujours un peu une question éthique à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? On donne le placebo ou on donne le médicament, mais pour avoir une bonne étude, une étude représentative, on doit faire tout aléatoirement et donc on ne peut pas se faire influencer par la situation de la personne. Et donc pour ça, s'il y a des études pareilles, on ne va pas informer le médecin non plus pour éviter qu'il va gérer les médicaments un peu. L'échantillon aléatoire, indépendant, identiquement distribué de taille n, donc j'avais dit de x1 jusqu'à xn, les observations. Donc n, c'est la taille de l'échantillon, petit n, et on dit qu'on doit avoir un échantillon IID, donc indépendant et identiquement distribué. Donc ce que ça veut dire, c'est chaque personne, donc chaque personne là dans l'échantillon, il doit être choisi d'une manière aléatoire. Chaque personne de toute la population doit avoir la même probabilité d'être choisie pour l'échantillon. Le choix des individus doit se faire d'une manière indépendante. Donc, si je sais que j'ai déjà choisi la première personne, ça ne va pas influencer le choix des autres personnes. Donc, la manière de choisir, si je fais un par un ou tout au même moment, ça ne devrait rien changer. Si j'ai pris cette personne-là, les autres devraient encore avoir toute la même probabilité d'être choisie. Et donc, le fait que je sais déjà que cette personne est inclue dans l'échantillon ne peut rien changer pour sélectionner le reste. Et identiquement distribué, ça veut dire que toutes les personnes qu'on choisit là, ils doivent venir ou ils doivent avoir la même distribution. Donc, finalement, ils doivent venir de la même population qu'on va regarder.
sont identiquement distribués, c'est normalement pas trop grave. Si on définit la population, on choisit dans la population qu'ils sont identiquement distribués, c'est assez garanti. L'indépendance, on doit faire un peu attention pour faire le sondage d'une bonne manière pour garantir indépendance. Si ce n'est pas le cas, on aura un échantillon systématique, ou on pourra avoir un échantillon systématique. Là, c'est un échantillonnage où on a un système fixé pour sélectionner les personnes. Donc, par exemple, je me mets quelque part et je dis chaque 5e personne que je vois, je vais l'interroger ou je vais demander leur opinion, leur avis, n'importe. C'est systématique car je ne peux pas garantir le caractère aléatoire, car si je regarde chaque 5e personne, il y a un groupe de 50 qui sort de même classe, de la même filière ou qui travaillent chez le même employeur, ils sont souvent un peu plus pareils que les autres personnes. Et donc, j'aurai des personnes qui ne sont pas vraiment indépendantes, car je les ai choisis d'une manière non aléatoire. Il y a d'autres échantillons, donc échantillon strat. Un échantillon strat, ça se fait si je sais d'avance qu'il y a 2 ou plusieurs sous-populations dans la population. Donc j'ai une population globale, et dans cette population, il y a sous-population, et je pense que le caractéristique que je vais vérifier, ou je veux vérifier, il est différent pour la sous-population. Donc alors à ce moment-là, je fais prendre un échantillon aléatoire de la première sous-population et un échantillon aléatoire de la deuxième sous-population, et je pourrais les comparer. Donc à ce moment-là, j'ai fait un échantillonnage en strates, j'ai défini 2 strates. Donc parfois ce sont hommes-femmes ou des poissons qui vivent dans la mer, poissons qui vivent dans l'eau non salée, l'eau fraîche. Donc là, on pourrait faire une distinction parfois. Des quotas, etc. Donc pour nous, on va dire que l'échantillon que nous allons utiliser, c'est IID. Et ce sera dans la plupart des cas comme ça. Si maintenant je veux faire ou je veux planifier l'étude, j'ai rien oublié là? Non, j'ai rien oublié. Donc si je veux, oui, non? Ah, je pensais qu'il y avait une question. Il y a 3 conditions que je dois vérifier. Je dois avoir un contrôle sur l'effet de la variable. Donc, c'est ce que j'avais expliqué un peu avec le médicament. Si je donne un médicament à quelqu'un, je veux savoir si cet effet est vraiment dû au médicament ou dû à autre chose. Donc, je dois avoir, idéalement, si je veux comparer un effet, je dois avoir un groupe qui a eu le traitement et un groupe qui n'a pas eu le traitement. Donc, il y a eu un placebo ou quelque chose, et je veux comparer ces 2 groupes. Donc, je dois pouvoir contrôler les effets des variables. Donc, je vais installer un groupe contrôle. Et en plus, je vais éviter la confusion des effets. Je vais parler un peu plus après sur la confusion des effets. Je dois rendre le traitement aléatoire. Donc, si j'ai l'échantillon qui est aléatoire, je veux donner ou bien le médicament ou bien le placebo, je vais aussi le donner d'une manière aléatoire. Donc, je ne fais pas moi choisir à qui je donne le placebo, à qui je donne le médicament. Donc, le traitement même doit être aléatoire aussi. Et on doit avoir une taille suffisante et il y a l'option de répéter l'expérience. Donc, répéter l'expérience, ça veut dire qu'on doit vraiment bien définir ce qu'on a fait et garder un logbook. Donc, garder les étapes qu'on a fait, comment on a choisi les personnes et tout ça. Et la taille doit être suffisante pour trouver l'effet qu'on veut trouver. Donc, si je veux trouver un effet minuscule, si la taille de la population est trop petite, je ne vais jamais trouver cet effet, même s'il pourrait être là. Donc, je dois lire ou je dois quand même garantir que je prends un échantillon assez large
pour que je sais faire ou je sais dire quelque chose d'utile sur la population. Mm-hmm. Pour répéter l'expérience en fait dans ces cas, est-ce qu'on ne va pas retomber la probabilité d'avoir les mêmes... Ben non, mais ici, pour pouvoir répéter l'expérience, c'est souvent pas toi qui vas le faire, mais quelqu'un d'autre qui veut vérifier tes résultats. Donc tu dois être... il doit savoir ce que tu as fait pour pouvoir répéter. C'est pas toi qui vas le répéter normalement, mais c'est quelqu'un d'autre qui veut vérifier les résultats ou qui pense que c'est pas comme ça et il va faire quelque chose pareil pour démontrer ce que tu as montré, des choses comme ça. Mais normalement, c'est pas toi-même qui va le faire. Donc, contrôler les effets des variables. Disons qu'on a un nouvel engrais. On veut tester l'effet de l'engrais. Il y a 2000 agricultures. On donne l'engrais et on va regarder la récolte. Donc, est-ce qu'il y a une récolte plus large que l'année avant? Et on voit que, en plus, on voit qu'il y a des journées avec du soleil ou plus de soleil pendant l'année que l'année avant. Et on voit que sur les 1000, en moyenne, les 1000 là, ils produisent plus. Donc, ils ont une récolte plus importante, significativement plus importante que l'année avant. À ce moment-là, on ne sait rien dire d'où cet effet vient. Je sais qu'il y a une augmentation, mais je sais qu'ils ont changé l'engrais, mais aussi il n'y était plus de soleil. Donc, est-ce que l'effet qu'il y a une augmentation, c'est dû au engrais ou c'est dû au soleil? Je ne sais pas, car je n'ai pas un groupe de contrôle, donc je ne sais pas contrôler l'effet ou contrôler d'où vient l'effet, effectivement. Donc, à ce moment-là, il y a une confusion d'effets des variables, et donc on doit avoir un groupe de contrôle pour vraiment pouvoir dire l'effet que je trouve, c'est vraiment dû à l'engrais ou pas. Je vais le mettre. Donc là, donc, ce qui est marqué là, donc confusion d'effets des variables, on devrait essayer d'y penser, ce n'est pas toujours facile pour savoir. Et même si vous savez qu'il pourrait être des effets qui vont confondre, ce n'est pas toujours possible de les mesurer non plus. Donc on doit faire le mieux possible, mais c'est un choix, ou c'est une chose assez difficile, par exemple, parfois. Donc exemple, croquer du chocolat pour avoir le Nobel. Ce qui était, c'était en 2012, oui. En 2012, il y a une étude qui est sortie qui disait que les pays où les personnes mangent plus de chocolat, ils ont plus de prix Nobel. Et donc, ils ont trouvé une corrélation significative. Et donc, ils disaient, ah bon, si vous mangez plus de chocolat, alors la probabilité de gagner un prix Nobel va augmenter aussi. Oui, non, je ne sais pas. Ça me paraît un peu improbable, disons. Et donc, dans l'article, vous pouvez lire ce qui se passe. Et ce qu'ils font, c'est correct. Il y a vraiment un effet ou un lien entre les deux, ce qu'on appelle une corrélation. Il y a une corrélation entre manger du chocolat ou la consommation de chocolat du pays et le nombre de prix Nobel dans le pays. Mais bon, il y a encore une différence entre une corrélation et une causalité. Ce n'est pas car deux choses sont liées d'une manière mathématiquement ou statistiquement que le chocolat va impliquer l'augmentation des prix Nobel. Donc il y a, de nouveau, on doit faire attention à l'effet confusion. Donc il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle les personnes mangent plus de chocolat et gagnent plus de prix Nobel. Donc il y a ce lien-là qui n'est pas toujours... il y a... Comment dire?
il n'y a pas, car il y a un effet statistique, qu'on trouve un effet statistique, que cet effet statistique est vraiment une causalité aussi. Donc, c'est possible que les variables sont liées, mais quand même que l'un n'implique pas l'autre. L'autre chose, on doit rendre le traitement aléatoire. De nouveau, on retombe sur les agriculteurs. On a deux versions d'un nouvel engrais et on va demander des personnes pour obtenir un échantillon. Donc, on demande 1000 agricultures de se reporter. Les 500 premiers, on va donner le premier engrais. Les 500 suivants, on va donner le deuxième engrais. Si maintenant je vois une différence, est-ce que c'est vraiment dû au engrais ou pas? Ça pourrait être que les 500 premiers, vu qu'ils ont appliqué comme premiers, ils sont plus motivés, qu'ils sont plus conscients et qu'ils d'une manière, auront une récolte plus haute que les autres d'office, avec ou sans l'engrais. Donc là aussi, l'engrais ou le choix de l'engrais, de donner quel engrais à qui, n'est pas fait aléatoirement, c'est fait systématiquement. J'ai dit, les 500 premiers, je donne engrais 1, les prochaines 500, je donne l'engrais 2. Ben, ce n'est pas aléatoire. Ce que je devrais faire, c'est, j'ai la 1000, pendant la 1000, je choisis aléatoirement 500, je donne ces 500-là engrais 1 et les autres engrais 2. Donc là, ici, oui, c'est là, rendre le traitement aléatoire permet d'éviter ce genre de doute. Donc, est-ce que la différence que je vois ici, c'est dû au engrais ou pas de nouveau? C'est une question qu'on ne sait pas répondre de cette manière-là. Et la taille de l'échantillon doit être assez large. On a 5 agricultures qui recevront un dispositif pour éviter d'être envahis par les sangliers, 5 autres qui ont un autre dispositif ou qui ne reçoivent rien. Et après, on va voir sur les 5 combien ont eu des problèmes avec des sangliers ou pas. Le premier groupe, on ne trouve aucun agriculture. Deuxième groupe, on en trouve 2. Ben, la question, c'est vraiment dû à ce dispositif ou c'est simplement dû au fait qu'ils ont de la malchance? Donc là, le fait d'avoir un problème avec les sangliers est déjà assez petit. Donc à ce moment-là, l'échantillon de 5 ne me dit rien, car il y a trop de probabilités, trop de chances pour être envahi ou pas. Et donc là, de nouveau, l'échantillon est trop petit pour conclure quelque chose significativement. Et donc là, je dois augmenter la taille de l'échantillon pour éviter ce genre de problème. Donc, ce qui est important, et c'est aussi ce qui prend souvent le plus de temps pendant toute la démarche statistique, c'est vraiment la planification du sondage. Après, faire le sondage prend un peu de temps, mais ce n'est souvent pas vous qui doit faire, et traiter les données. Donc, vraiment, au début, vous devrez vous devez prendre du temps pour bien réfléchir, c'est quelles questions que je veux répondre, bien délimiter la population, bien délimiter la question. Ça doit être bien clair, il ne peut pas être des choses qui restent floues. Et donc, prenez le temps de définir soigneusement votre étude, votre collectionner ou collecter de données, comment je vais faire, pourquoi je fais de telle manière, qu'est-ce que je vais demander, donc quelles variables que je vais mettre dans ma base de données, quelles questions je vais demander aux personnes, et noter la méthodologie choisie, donc garder une source pour après revoir ce que tu as fait et pourquoi tu as fait quoi. Et aussi, quand tu as les données, faites preuve de sens critique. Donc, si j'inclus cette variable-là, est-ce qu'il pourrait être un effet de confusion ou une confusion d'effets? Est-ce que les variables sont nécessaires? Est-ce que j'ai posé la bonne question
dans mon enquête, est-ce qu'avec les variables que j'ai, je peux répondre à la question si je trouve des valeurs aberrantes? Pensez ou réfléchissez pourquoi j'ai vu ces valeurs, qu'est-ce qui pourrait imposer ou donner ces valeurs et tout ça. Donc, souvent, en pratique, il y a des personnes qui ont une question scientifique et ils commencent. Ils ne pensent pas ou ils ne pensent pas en détail. Ils commencent le sondage, ils commencent à collecter les données et après ils se retrouvent là avec des données. Ils ont mis des semaines pour obtenir tout et finalement ils ne peuvent rien utiliser car l'échantillon n'est pas assez large. Je n'ai pas posé la bonne question. Donc, il y a des problèmes et vous devez recommencer à partir de zéro à ce moment-là. Donc pour ça, gardez un protocole d'expérience, donc un document dans lequel vous notez bien ce que vous avez fait, quelles questions, comment, pourquoi, etc., etc. Comme ça, vous pouvez toujours relire, voir si vous êtes encore en bonne route ou vous êtes encore en bonne route pour répondre à cette question. Et c'est aussi plus utile pour montrer à d'autres gens, bon, j'ai fait ça pour cette raison et je veux obtenir ça ou cette réponse, une réponse pour cette question-là. Donc là, c'est encore un exemple pour deux variables qui pourraient être confondues ou un effet de confusion. Donc on a le taux de cholestérol et le degré d'activité. Et on veut voir si des personnes sont plus actives, si le taux de cholestérol va se baisser. Donc les personnes ayant une activité physique importante ont-elles moins de cholestérol que celles ayant peu d'activité? Première question. Deuxième question, peut-on déduire un traitement possible pour diminuer le cholestérol? Donc la première question, c'est vraiment une question très simple. S'il y a plus d'activité physique, est-ce qu'en moyenne, le cholestérol est plus bas? C'est c'est de la statistique descriptive surtout. Deuxième chose, est-ce que je peux aussi conclure quelque chose sur un traitement, oui ou non? Pour répondre à cette question, on pourrait faire une étude par enquête ou une étude par expérience. Regardons d'abord l'enquête. Donc, pour une enquête, moi, je n'interviens pas. Donc, ce que je fais, c'est je récolte un échantillon aléatoirement, disons 100 personnes aléatoirement, et pour chaque personne, je vais regarder leur âge, leur poids, la taille, whatever, n'importe. Et aussi, naturellement, le taux de cholestérol et un degré d'activité physique. Donc, je dois définir comment je vais mesurer le degré d'activité physique. Mais j'aurai les deux variables nécessaires. J'ai le taux de cholestérol de la personne et j'ai aussi le degré d'activité physique. Si je la collecte de cette manière, est-ce que je sais répondre à ces deux questions? Donc là, j'ai obtenu mes données. Donc chez mon base de données, il y a un nombre de personnes qui ont un cholestérol bas et une activité de physique importante. Donc là, il y a 67 personnes qui ont cette combinaison. Pour une activité physique importante, il y a 41 personnes qui ont un cholestérol haut. Si l'activité physique est faible, il y a 51 personnes cholestérol bas et 338 avec un cholestérol haut. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire pour mes questions? Je peux dire qu'il y a quand même un lien entre le cholestérol et l'activité physique. Donc, en moyenne, si l'activité physique est plus importante, le cholestérol va être plus bas. Donc là, je pourrais dire oui,
il y a le lien, ça répond à la première question. Toc toc là. Ah, les personnes ayant une activité physique importante ont-elles moins de cholestérol? Bah oui, conclure, c'est peut-être pas la bonne, le bon mot pour le moment. Donc, on peut le constater à partir du tableau. Après, on peut faire un test pour vraiment conclure. Mais là, il y aura vraiment une conclusion. Oui, si l'activité physique est importante, en moyenne, la cholestérol sera plus bas. Par contre, je ne sais rien dire pour un certain traitement. Donc, je ne sais pas faire une conclusion que le degré d'activité va aussi diminuer le taux de cholestérol. Pourquoi? Il y a d'autres facteurs qui pourraient jouer un rôle. Vu que j'ai un échantillon tout à fait aléatoire, j'ai des personnes de tout âge. J'ai des personnes de différentes classes socio-économiques, etc. Donc il y a un tas de choses qui pourraient se passer et pour lesquelles je n'ai pas contrôlé dans l'échantillon. Il y a d'autres choses qui pourraient jouer un rôle, par exemple l'âge. Les personnes qui sont plus vieux, souvent sont moins actives physiquement, et donc leur activité physique ou le degré d'activité physique va diminuer. Par contre, si ton âge augmente, souvent le cholestérol augmente aussi. Donc l'âge va aussi avoir un petit effet sur le cholestérol et sur le degré d'activité. Même chose, classe sociale. Les personnes moins riches, ou disons, oui, je vais dire moins riches, une classe sociale plus bas, souvent ont moins d'argent, ont moins de temps pour faire du sport. Et pour eux, c'est aussi plus difficile de manger sain. Car manger sain, c'est encore plus cher que manger un hamburger ou quelque chose. Donc, pour eux, il y a aussi un lien de la classe sociale qui va avoir une influence sur leur santé et donc sur le taux de cholestérol et qui va avoir un effet sur leur activité ou degré d'activité. Et donc, il y a des effets confondants qui vont jouer un rôle dans cette analyse, par exemple l'âge et le niveau socio-économique. Si par contre je prends une expérimentation, là, à ce moment-là, je prends un échantillon tout aléatoire et je vais imposer à une partie de l'échantillon de faire du sport et à une autre partie de ne pas faire du sport. Donc moi, je vais contrôler que les deux sous-groupes sont comparables. Donc je vais garantir, c'est le caractère aléatoire qui va garantir, mais que les deux groupes que je veux comparer sont vraiment comparables. Et donc, dans la groupe qui fait du sport et dans la groupe qui ne fait pas du sport, je vais représenter toutes les âges, toutes les classes socio-économiques, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, si je trouve une différence dans le taux de cholestérol, alors je peux dire que la différence est due à l'effet de l'activité. Donc, si je corrige, on corrige pour toute confondeur, donc pour tout ce qui pourrait influencer les résultats, à ce moment-là, oui, je peux dire ici, les deux groupes sont comparables, groupe A et groupe B. La composition des deux groupes est vraiment la même. La seule chose qui est différente entre les deux groupes, c'est le niveau d'activité. Je vois une différence en taux de cholestérol, alors cette différence doit être due à l'activité. Et donc à ce moment-là, je peux vraiment dire qu'il y a un effet à cause dû au fait de faire du sport. Et donc je peux en déduire une forme de traitement et donc faire de sorte qu'ils font plus d'activité. Donc c'est la même chose, j'ai déjà dit. Oui, j'ai dit. Et donc, c'est une
bah, ce que j'ai dit, corrélation n'est pas la même chose que causation. Donc corrélation, si j'ai deux variables, une corrélation entre les deux variables veut dire qu'il y a un certain lien entre les deux variables, que par exemple, donc A et B, j'ai deux variables, bah, si A augmente, B augmente aussi. Ou si A diminue, B va augmenter. Donc il y a un lien entre les deux. Donc une corrélation positive va impliquer que si la première augmente, la deuxième va augmenter, toujours en moyenne. Corrélation négative, c'est l'inverse. Si un des deux diminue, l'autre va augmenter en moyenne. Mais bah, on pourrait avoir une corrélation, comme on a vu avec le chocolat et les prix Nobel. Une autre chose là, la consommation de fromage contre le nombre de gens qui meurent d'être, comment on dit en français? Tangled in their bedsheets, qui sont Oui, ça, la consommation de fromage, c'est pas le problème. Mais en français, le tangled in their bedsheets. Tangled in their bedsheets. Oui, ça oui, mais c'est l'autre qui... Bon, je pense que tout le monde le comprend en anglais. Ceux qui meurent car ils n'ont plus qu'ils peuvent plus souffler à cause de d'être emballés dans le lit. Et donc là, on voit qu'il y a une corrélation. Donc si l'un augmente, l'autre augmente aussi. Mais bon, je ne pense pas que c'est dû à cause de manger du fromage ou pas. Donc il y a un autre facteur, ou même pas un facteur commun, mais il y a quand même une corrélation. Et donc sur ce site-là, il y a un tas d'exemples pareils, des corrélations assez bizarres, mais ça ne veut pas dire que l'un implique l'autre. Même chose, un exemple que je donne souvent dans mes autres cours aussi, c'est niveau de lire. Et pointure. Donc, tu as des enfants. Si, et on trouve une corrélation entre la pointure de la chaussure et leur niveau de lire, bah, ce n'est pas que car leur pied élargir que c'est le niveau de lire qui va augmenter, c'est à cause de l'âge. Donc, si il lâche, bah, il apprend à lire mieux. Donc c'est l'âge qui va causer que le niveau augmente, et de même manière, c'est l'âge qui va causer que sa pointure augmente, que ses pieds poussent. Donc là, il y a quand même une corrélation entre les deux, mais il n'y a pas de causation. Donc là, c'est l'âge qui implique la pointure. C'est l'âge qui implique une augmentation niveau de lire, mais là, je ne sais rien dire. Je ne sais pas dire que mieux lire va faire de sorte que ses pieds vont pousser ou inversement. Et donc là, toujours faire attention entre corrélation, causalité. Corrélation, c'est facile à trouver. On peut calculer avec un chiffre. Causalité, là, c'est à vous de réfléchir si la corrélation qu'on trouve, c'est vraiment l'un qui cause l'autre ou il y a d'autres choses qui pourraient confondre ces deux variables, qui pourraient être communs à l'influence des variables, mais pas les variables mêmes qui ne sont pas directement liées. Après, on a la mise en forme pour la base de données. On a déjà en parlé un petit peu, donc on va le mettre normalement comme ça. Donc une ligne par individu, une colonne par variable. Vous pouvez le faire dans n'importe quel logiciel que vous voulez.
Et après, normalement, on va le remporter en R ou en jump, en SAS, en stat, en n'importe ce que vous aimeriez utiliser. Quelques choses à faire attention. Parfois, on a plusieurs tables qu'on veut regrouper. Bah, faites attention que les individus sont les mêmes et que individu 1 à gauche correspond à individu 2 si les variables sont différentes. Donc, par exemple, j'ai variable A, B, C, D pour 15 personnes et j'ai variable 1, 2, 3, 4 pour les mêmes 15 personnes. Bah, à ce moment-là, je dois garantir que individu 1 est le même qu'individu 1. Si je veux les regrouper, donc je veux créer un tableau avec 8 variables pour les 15 personnes. Je dois la lier de la bonne manière. Ou, par exemple, si les variables sont les mêmes, donc variable A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, bah, là, vous voyez que les variables ont déjà de noms différents. Vous devriez voir que variable A correspond-elle à variable 1 ou 2 ou 3. Donc, si vous voulez regrouper les personnes pour les mêmes variables, vous allez les mettre l'un au-dessous de l'autre. Donc, ça va vous donner un tableau avec 30 lignes, 15 plus 15, et 4 variables, mais vous devrez faire de sorte que bah, vous liez les bonnes variables l'un à l'autre. Aussi, faites attention au logiciel que vous utilisez. Donc, normalement, le plus souvent, on a besoin d'une table de cette manière-là. Bah, parfois, c'est encodé de cette manière. Donc, tu dois changer les colonnes et les lignes. Il y a d'autres possibilités de transposer. Ah, ça, c'est une transposition de base de données. Il y a d'autres opérations qu'on pourrait faire. J'avais noté quoi? Différents types d'outputs, chiffres comme numérique, classe, oui. Donc, là, si vous l'avez mis en Excel, après vous voulez l'importer dans R ou SAS ou n'importe, je ne sais pas quoi. Donc, vous devriez changer le XLS vers un autre type, car XLS, normalement, on ne sait pas, ou souvent, on ne sait pas lire. Donc, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est un CSV, Comma Separated Values, ou un fichier texte. Mais à ce moment-là, faites attention comment les décimales sont encodées. Et ça revient aussi sur le slide prochain, sur le prochain slide. Faites attention comment les classes sont encodées. Donc, est-ce que les classes sont codées comme homme-femme ou comme 0-1? Donc, parfois, on doit aussi changer ça. Certains programmes peuvent le faire eux-mêmes. Pour d'autres, c'est l'utilisateur qui doit faire la modification ou la transformation. Les chiffres et la numérique. Donc, si je mets quelque chose dans le tableau en Excel et je ne fais pas attention au type de caractère, disons, et je le mets comme TXT, donc je mets des variables numériques, mais je les encode comme texte en Excel. Bah, si je fais un export en CSV, après je le mets dans R, bah, il va le reconnaître comme de la texte et pas comme des chiffres. Et donc il aura des problèmes pour calculer la moyenne. Donc faites toujours attention que tout est bien encodé, tout est bien lu comme il devrait être lu. Oui, c'est un peu ça. Donc ils doivent pouvoir reconnaître les valeurs. Donc vérifier comment il encode les décimales. Donc Excel, parfois, ou souvent, c'est le virgule. En R sera le point décimal. Donc si vous importez le CSV en R, vous devriez spécifier que le décimal est encodé par la virgule et pas par le point, pour qu'il va reconnaître la valeur comme une valeur numérique, pas comme une valeur texte. Les valeurs manquantes, une autre chose. Donc, si on a un échantillon, on pourrait toujours avoir des valeurs manquantes.
différents logiciels vont encoder différemment. Il y a des logiciels qui vont mettre un blanc, un point, non, NA, moins 999. Donc surtout ça, c'est dangereux, car c'est une valeur numérique. Donc chez détail, il y a une personne qui n'a pas répondu, tout d'un coup, la personne aura un taille de moins 999. Si je ne fais pas attention, je calcule la moyenne avec cette valeur. Donc je trouve une moyenne qui n'a pas de sens. Et donc pour ça, c'est toujours utile de vérifier comment les valeurs manquantes sont encodées et aussi de recoder vers le style nécessaire pour le logiciel. Le type de variable qu'il détecte la bonne type. Donc en R ou en Excel ou en Jump, tu auras quelque chose comme ça. Je peux dire l'âge, c'est une variable qualitative, la taille, c'est une variable continue. Je peux définir. De cette manière, il sait que c'est un certain type de variable et il sait comment il doit le lire. Si je mets en R, et on va discuter dans le TP quand on fait des exercices pareils, là, il y a deux options pour vérifier que c'est bien lu. Il y a un onglet qui se trouve droit en haut, qui vous donne l'information sur toutes les variables et qui vous dit que si c'est une variable numérique ou pas. Donc ça vous donne déjà l'idée, il a bien lu les variables numériques comme des variables numériques ou pas. S'il n'a pas, tu dois changer le type de variable. La species, par exemple, c'est un factor with 3 levels. Donc ça veut dire que c'est une variable qualitative avec 3 classes. Et après, il va donner les 3 classes. Et on pourra aussi faire le summary pour voir s'il calcule la moyenne et tout ça. Et pour le logiciel, ce sont des variables numériques. S'il donne les classes, c'est une variable qualitative. Et donc là aussi, c'est une indication ou une option pour vérifier que les variables sont bien lues comme ils devraient être lues par le logiciel. Et après, tu peux vérifier avec isFactor si c'est vraiment une variable catégorique. Vous pouvez changer avec des commandes pareilles. Vous pouvez changer entre les différents types de variables pour que tout soit encodé comme la bonne type de variable pour pouvoir faire l'analyse nécessaire. Oui, ça lit, j'ai dit les catégories 0, 1, donc quoi correspond à quoi. Et aussi pour si on ne code pas les catégories, faites attention au encodage des catégories. Donc homme, H majuscule, homme, H minuscule, souvent c'est reconnu comme des catégories différentes. Et donc il va prendre une catégorie homme, homme majuscule, homme minuscule et une catégorie femme, femme, etc. Mais pour moi, homme et homme, c'est la même chose. Donc tu dois recoder ou être sûr que tout est codé de même manière et les mêmes noms sont utilisés pour les catégories. Pour ça aussi, le summary est utile car il va vous donner toutes les catégories qu'il trouve dans la variable. Et là, si vous voyez qu'il y a homme majuscule, homme minuscule, vous devriez retourner à la base de données et modifier l'encodage pour faire en sorte qu'il n'y a vraiment que 2 classes, homme et femme. La mise en forme se fait dans un tableur. C'est plus facile, Excel. Donc c'est plus facile de changer en Excel qu'en R ou Stat ou SAS ou n'importe. Après, on va les importer et on va utiliser. Il y a 2 types de logiciels statistiques. Langage de programmation, R, SAS, et des boutons clic, GMP, R-Commander. SPSS, c'est aussi une variable ou un logiciel. Ce que nous allons utiliser, c'est R sous l'environnement RStudio. Donc, on va un peu programmer pour faire les analyses. Donc, on doit vraiment définir, pas définir, mais quand même utiliser des commandes pour faire les analyses. Tandis que les autres, comme GMP, comme SPSS,
Vous sélectionnez, vous cliquez, ça vous donne le résultat. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? R est un logiciel qui est freeware, donc c'est gratuit pour tout le monde. Les autres sont souvent assez chers. Donc ça, c'est GMP. Pour avoir une licence pour une année, ça coûte 1 000 € ou plus parfois, si vous n'êtes pas étudiant. En plus, R, il y a beaucoup plus d'options ou de possibilités pour travailler avec. Open source, donc tout le monde peut programmer. Donc s'il y a de nouveaux développements, 2 semaines plus tard, c'est encodé en R. Donc il y a une base d'options plus large que le logiciel plus fixe comme GMP et SPSS.